Madame, monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, corruption dans le système de santé au Maroc avec ces scandales qui se succèdent. En une semaine seulement, deux grosses affaires défraient la chronique. D'abord, cette grosse affaire de malversation et de manipulation de marchés publics qui implique aussi bien des fonctionnaires de l'État que des employés et chefs d'entreprise du secteur privé. Au total, ce sont 31 personnes qui ont été arrêtées. Cette affaire intervient 2 semaines après la parution d'un rapport préoccupant de la Cour des comptes sur la gouvernance et la gestion des moyens alloués au secteur de la santé. Alors, ce rapport est-il réellement à l'origine du déclenchement de cette sombre affaire de marché public? Quid alors du rapport de la commission parlementaire datant de juillet dernier qui concerne cette fois la gestion des fortes sommes allouées à la gestion de la crise sanitaire? Cette action en justice donc récente marquerait-elle un vrai décollage et surtout un décollage sérieux de la réforme du secteur de la santé intrinsèque à la lutte contre la corruption? Et n'oublions pas le second scandale qui a éclaté cette même semaine, cette fois dans le privé, un célèbre chirurgien et 7 autres personnes, dont sa propre femme, sont arrêtées par la BNPJ pour, je cite, leur implication présumée dans une affaire d'escroquerie et de faux et usage de faux en lien avec des factures de soins médicaux. Affaire à suivre. Plein phare, donc vous l'aurez compris, plein phare ce soir sur les déboires au sein d'un secteur vital en compagnie de mes invités qui ont accepté notre invitation. Et c'est un plaisir de les recevoir sur ce plateau. Professeur Jamila Aïgou, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, d'être avec nous sur le plateau de questions d'actu. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national de l'association marocaine, de l'association nationale pour la protection des biens public. Vous êtes également professeur universitaire à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à ISBA à Casablanca. Bienvenue, madame. Merci. En face, Abdelmejid Belaiche, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, professeur Belaiche. Vous êtes donc analyste des marchés pharmaceutiques, mais pas que, expert aussi en système de santé. Et avec nous également un autre expert en la matière, en la personne du professeur Jafar Haikal. Bonsoir, professeur Haikal. Merci de vous joindre à nous par Skype. Merci infiniment pour l'invitation. Un plaisir comme d'habitude. Tout le plaisir est pour nous. Alors, donc on va d'abord s'arrêter sur les détails de cette affaire qui vient d'éclater. Une trentaine de personnes de l'administration publique, bien sûr, du secteur privé, présentées devant le parquet le mardi 29 mars par la BNPJ à la suite d'une enquête préliminaire supervisée par le parquet compétent. Alors, 19 sont déjà en détention préventive. Les dessous, messieurs, madame, de cette affaire, qui est à l'origine de cette affaire? Professeur Abdelmejid Belaiche. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les rapports qui sont accumulés au cours de ces dernières années, mais il y a surtout le travail de la société civile. Je rappelle que justement, l'Association de protection des fonds publics et l'Association des droits de l'homme ont conjointement déposé, il y a quelques mois déjà, une plainte pour ces problèmes au niveau du ministère de la Santé. Donc, il y a une conjonction de plusieurs choses à la fois. Et je rappelle que cette affaire, le plus gros est en train d'arriver, parce que cette affaire ne concerne que les affaires d'avant 2019. Voilà, je voulais justement qu'on explique un peu ce que c'est que cette affaire. On sait qu'il y a dilapidation de biens publics, falsification, fraude, mais de quoi s'agit-il concrètement? C'est quoi? Quelle est la période qui a été couverte par l'enquête? Qui est concernée? Quelles sont les régions aussi qui sont concernées? Oui. Alors, il y a surtout du matériel qui a été acheté par le ministère de la Santé pour équiper des hôpitaux, du matériel le plus souvent lourd, c'est des scanners et des choses comme ça, qui coûtent des millions et des millions de dirhams, qui soit n'ont pas été livrés, soit ont été livrés à l'état défectueux, non fonctionnels, etc., soit qui sont tombés en panne juste après. Donc, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Bien sûr, les sociétés qui ont livré ce matériel sont responsables. Ils doivent être poursuivis à la mesure de dégâts occasionnés. Parce que les dégâts, c'est beaucoup plus qu'un dégât matériel. Ça va au-delà, puisque des hôpitaux n'ont pas été équipés. Et donc, automatiquement, des patients n'ont pas pu être diagnostiqués à temps et certainement d'autres n'ont pas pu être traités. Donc, les conséquences sont très lourdes. Et nous savons qu'il y a quand même des troubles dans la région du Nord, notamment Al-Husseima, pour des histoires d'un hôpital ou la contribution d'un hôpital qui n'a pas été pu démarrer. Tout ça, il y a un impact extrêmement lourd
sur des choses qui sont vitales pour nos patients. Donc ça dépasse le simple délapidation des deniers publics, ça va beaucoup plus loin parce que derrière, il y a le risque de troubles. Donc pour vous, cette affaire n'est que la partie visible de l'iceberg. Oui. Alors justement, ce n'est pas la première fois qu'un ministère aussi important que celui de la santé est ébranlé par ce genre d'affaires, professeur Aïgou. Oui, exactement. Oui, parce que donc, nous avons suivi à travers l'actualité depuis longtemps donc, c'est-à-dire des affaires de ce genre. Mais pour nous, au niveau de l'Association marocaine des droits, c'est-à-dire de la protection des biens publics, nous avons, considéré d'abord cette affaire comme une brèche et un espoir pour qu'il y ait des poursuites juridiques et des sanctions, c'est-à-dire parce que ça relève du phénomène de la corruption qui a été depuis longtemps comme un tabou. Et donc c'est à travers les rapports, il y avait des rapports continus qui n'ont cessé de révéler ce genre de comportement et ce genre de problèmes qui gangrènent donc et la société et l'économie marocaine. Et à travers ce rapport qui a été donc dernièrement donc apparu à travers donc le rapport de la Cour des comptes, et ce n'est pas le premier d'ailleurs. Plusieurs rapports ont révélé beaucoup de secrets de la même instance, de la Cour des comptes. Il y avait aussi des éléments qui ont été détectés à travers des indices et aussi des indices de corruption à travers le rapport de ces conteneurs, le rapport aussi de la commission, plutôt du Conseil économique, etc. On a cessé de trouver ou bien de lire à travers les lignes qu'il y a de la corruption. Et donc ça, c'est le constat. Voilà. Et donc pour nous, c'est une initiative qui est salutaire en tant que démarche. Et nous considérons qu'il faut qu'il y ait une poursuite judicieuse et efficace pour que, s'il s'avère que ces responsables sont impliqués, ils doivent payer parce que c'est la dilapidation des deniers publics, c'est le détournement, c'est un abus de pouvoir, c'est beaucoup de phénomènes qui sont liés à ce problème-là. Alors, vous avez évoqué le terme tabou. Professeur Heikel, en préparant cette émission, je suis tombée sur une interview d'un de mes confrères avec justement un professionnel de la santé qui relève du secteur public. Et je voudrais juste rappeler à cette occasion que nous avons essayé de contacter bien sûr les autorités publiques en la matière, en l'occurrence le ministère de la Santé, mais notre invitation est restée sans réponse. Voilà, alors professeur Heikel, donc professeur Aïgou a évoqué cette question de tabou. Moi, j'ai envie de vous dire que tout le monde le sait, mais personne n'ose en parler, pour reprendre les termes donc de cette interview qui a été reprise par un de mes confrères. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement penser à des lanceurs d'alerte au sein même de ces instances publiques ? Écoutez, vous avez parfaitement raison et d'abord je rejoins parfaitement ce que dit professeur Aïgou. Je crois que ce sujet a été tabou parce qu'il a été constaté depuis plusieurs années, plusieurs rapports. Il n'y a pas que la Cour des comptes, je crois qu'il y a l'Organisation des droits de l'homme, il y a plusieurs enquêtes auprès des citoyens qui se sont plaints de problématiques de corruption dans différents secteurs, y compris dans le secteur de la santé, mais comme la santé, ça touche un secteur qui est vital dans tous les sens donc, du terme, on n'ose pas tellement en parler. Et je crois que, comme l'a dit professeur Aïgou, c'est salutaire, je pense que c'est extrêmement important d'évaluer. Et encore une fois, bien sûr, il faut laisser la justice faire son travail. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. C'est à la justice de le faire. Et il faut croire vraiment dans la justice de notre pays. Mais néanmoins, il faut quand même que ce tabou soit levé. Et il faut que dans tous les secteurs, et particulièrement dans le secteur de la santé, que ça soit dans le public ou dans le privé, il n'y a pas de place pour la corruption. Il n'y a pas de place pour les mauvais agissements. Il n'y a pas de place pour le non-respect de la vie humaine ou de la dignité en termes j'allais dire, de jeu avec des équipements qui sont importants pour le diagnostic, pour la survie et pour le pronostic donc des gens. Et donc, les sanctions doivent être les plus sévères s'il s'avère évidemment, et c'est la justice de faire son travail, qu'il y a eu corruption, qu'il y a eu manipulation, qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu abus de pouvoir ou qu'il y a eu également de mauvaises intentions par rapport à des réglages techniques d'équipements importants pour la santé des citoyens. Mais malheureusement, et vous l'avez bien dit, malheureusement, ce sont des choses qui sont
dont on parle depuis des années. Je crois que tous les rapports l'ont montré et que maintenant, peut-être, je crois qu'il est vraiment temps, encore une fois, sans chasse aux sorcières, avec le calme, avec la sérénité, avec la justement, justice. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ça? C'était ça ma question. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre justement un épisode de chasse aux sorcières? Et que il ne faudrait pas. Parce que le timing, il y a une grande importance du timing, d'accord? Il y a le rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a 2 semaines. Et cette affaire éclate, selon plusieurs médias, ce serait le ministre de la Santé qui a déposé la plainte, qui a saisi en tout cas le parquet. Et ça arrive exactement 2 semaines après ce rapport de la Cour des comptes. Est-ce que c'est une pure coïncidence? Écoutez, vous avez tout à fait raison de vous poser la question. Après, moi, je ne fais que poser des questions. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit, vous avez parfaitement raison de poser la question. Mais je rappelle que la commission parlementaire, et je rejoins ce que dit mon ami Blaich, je rappelle que la commission parlementaire avait déjà fait un certain nombre donc, de rapports et qu'elle a demandé au ministre de la Santé de se présenter au Parlement pour donner un certain nombre donc, de réponses à des questionnements. C'était l'ancienne législature. Il faut juste qu'on rappelle que c'est le même ministre de la Santé qui a fait l'objet de cette commission parlementaire qui n'a pas répondu aux députés déjà à l'ancienne législation et c'est toujours le même. Donc c'est Khalid Aïtal. Tout à fait. Mais par contre, ce que je rejoins à mon ami Blaich, c'est attention, on est à peine à la partie visible de l'iceberg. Il va y avoir des choses qui vont arriver sur la période Covid et probablement sur d'autres choses. Et j'espère qu'on va passer cette phase avec la sérénité nécessaire, sans chasse aux sorcières, que chacun assume ses responsabilités sans excès, ne pas juger ceux qui ne doivent pas être jugés, mais juger ceux qui le doivent. Et je crois que c'est très important que ce secteur soit totalement assaini. Il n'y a pas de place à la corruption, ni aux mauvaises intentions, ni aux magouilles, ni aux fraudes dans ce secteur, parce que déjà, il souffre par rapport aux besoins de santé de la population. On est en plein refond de notre système de santé. On n'a vraiment pas besoin de ça. Et il faut absolument, une bonne fois pour toutes, assainir, nettoyer en utilisant la société civile et en utilisant les moyens légaux et la justice marocaine. Exactement, donc on va attendre que la justice, bien sûr, rende son verdict dans cette affaire où, je rappelle, 31 personnes sont concernées, plusieurs régions, professeur Belaïch, justement sur cette période. Cette enquête concerne donc une période qui est avant le Covid, professeur Belaïch. Oui, absolument. Et en fait, pendant la période des Covid, les affaires du ministère de la Santé ont fait la une des journaux pendant pratiquement toute la période. Donc il y a de choses qui sont rajoutées. Il y a des marchés qui ont été attribués de gré à gré à certaines sociétés. On a cité 2 sociétés qui appartiennent à la même personne, alors que les autres sociétés n'ont pas été consultées. Il n'y a pas eu le jeu de la libre concurrence qui est exercé. Et quand il y a la libre concurrence, c'est toujours profitable aux patients comme aux deniers de l'État. Absolument. Et donc, dès qu'on oriente un marché ou qu'on l'attribue de manière arbitraire à une partie, ça veut dire que derrière, il y a des choses pas catholiques qui Donc on parle de cette affaire qui concerne ces 31 personnes qui sont accusées, n'est-ce pas, de dilapidation de deniers publics, mais aussi de fraude et usage de faux. Oui. Et dont certaines ont été entendues bien avant la période du Covid. D'ailleurs, certaines personnes concernées m'en ont parlé, m'ont dit on a été entendus. Alors, je profite de ça pour rendre hommage à la Brigade nationale de police judiciaire, qui est aujourd'hui dotée d'une brigade de crimes financiers qui sont de vrais spécialistes de l'argent. De toutes les manières, ils le trouvent là où. Moi, je dis aux gens qui détournent de l'argent, vous pouvez le cacher sous un arbre, dans un oreiller, dans des comptes tiers. Ils trouveront toujours cet argent parce qu'ils ont des moyens. Moi, j'ai été témoin dans une affaire concernant le deniers publics et je peux vous assurer qu'ils font de l'excellent travail et arrivent à remonter des choses extraordinaires. Très bien. Et nous avons bien sûr confiance en notre système judiciaire pour qu'il tire au clair cette affaire. Je voudrais revenir avec vous sur ce rapport de la commission parlementaire qui a été très critique envers le ministère de la Santé. Oui. Alors, une plainte a été déposée auprès du parquet par l'association marocaine de défense de la protection des deniers publics, de l'argent public, voilà. Oui.
de quoi s'agissait-il à l'époque déjà, avant qu'il y ait cette commission parlementaire? Quelle a été la base de cette plainte qui a été déposée auprès du parquet général? Alors, pour l'Association marocaine de la protection des biens publics, elle n'a cessé, depuis sa constitution, elle n'a cessé c'est-à-dire à travers ses communiqués, de révéler et de tirer la sonnette d'alarme sur des comportements c'est-à-dire de ce genre, en termes de corruption, de rente, etc. La question, au départ, il y avait la discussion donc par rapport, puisque nous considérons toujours qu'on ne peut pas se développer sans le secteur de la santé et de l'éducation. Et le constat, il est là parce que nous sommes conscients que les politiques publiques, c'est-à-dire elles ne subissent pas d'évaluation. Et le problème d'évaluation au niveau des politiques publiques, elle est transversale à travers tous les secteurs et toutes les dimensions. Alors pour la santé, puisque c'est une préoccupation parmi d'autres pour notre cause, alors là c'est-à-dire le débat ou bien la discussion au niveau du Parlement sur la question. Ceci nous a permis d'ouvrir le débat et de tirer la sonnette d'alarme et aussi de demander une enquête. Parce que c'est notre mission, c'est à chaque fois qu'il y ait des indices, on demande l'ouverture d'enquête. Par rapport à ça, donc nous avons, c'est-à-dire soulevé et porté, c'est-à-dire demandé cette enquête, surtout avec la période de Corona, où nous savons que les marchés publics subissaient déjà et vont subir encore plus sous prétexte donc la situation d'urgence. Il y avait donc des abus de pouvoir, c'est-à-dire énormes. Et comment vous faites pour soulever cela? Est-ce que ce sont des plaintes qui vous arrivent au sein de l'association? Comment justement travaille cette société civile pour dénoncer ce genre de pratiques? Oui, nous recevons des dossiers à travers donc des gens qui, c'est-à-dire qui ont des dossiers sous les mains par rapport à des choses qui sont, c'est-à-dire vraies. Et donc, une fois, lorsqu'on discute, lorsqu'on analyse le dossier et on considère que les éléments pour demander l'ouverture d'enquête, c'est-à-dire on n'a pas le droit de déposer plainte contre qui que ce soit, mais nous demandons l'ouverture. Notre rôle, c'est la sensibilisation. Notre rôle, c'est l'ouverture d'esprit. Notre rôle, c'est de dénoncer et que la justice, c'est-à-dire prenne la route et c'est à elle de faire, c'est-à-dire son boulot. Donc de notre part, on est la conscience, on nous considère comme la conscience c'est-à-dire des citoyens et des citoyennes marocains. Et donc c'est dans ce sillage que nous travaillons correctement et avec, c'est-à-dire sous la base de nos réclamations, de nos moyens que nous avons en temps dans le cadre du militantisme, nous procédons par des communiqués, par des sit-ins parfois. Est-ce qu'il y a déjà eu une affaire par exemple, que vous avez dénoncé et qui a suivi son cours en justice et que vous avez eu, je n'ai pas envie de dire vous, parce que finalement, ce n'est pas vous, mais les victimes ont eu gain de cause? Oui, exact. Oui, il y a c'est-à-dire les toutes dernières, c'est au niveau de Jama'a Salat Tayyib à Fès, au niveau de Casablanca par rapport à plusieurs affaires donc de gestion au niveau des collectivités locales, etc. Donc, nous avons énormément de dossiers que nous poursuivons, c'est-à-dire dans les règles de l'art. Très bien. Alors, vous avez parlé d'un point très important. Il s'agit bien sûr du financement de ces... Bien sûr, on va rappeler et on va encore une fois saluer tous les efforts qui ont été entrepris pendant cette période Covid-19 par le personnel médical, par toutes les autorités publiques, justement pour gérer au mieux cette période. Mais voilà, beaucoup d'argent a été dépensé. Par exemple, l'évolution des équipements pendant le Covid, on est passé de 99 scanners à 130 scanners. Un scanner, ça coûte quand même beaucoup de millions de dirhams, quelques millions de dirhams. Lit de réanimation, c'est une augmentation de 338%. Lit d'hospitalisation, une augmentation de quelques 6000 lits, 2300 lits, pardon. Bref, donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été justement dépensé pour répondre à cela. Alors, je voudrais revenir encore une fois à cette mission parlementaire. Pourquoi le ministère, la direction du médicament par exemple, aurait refusé de fournir des documents nécessaires au bon déroulement de la mission des députés? Amjid Blaïch, c'est votre
Je sais que c'est votre tasse de thé, les médicaments. Pourquoi une direction refuserait de fournir des documents à des personnes qui ont été démocratiquement élues? L'instance parlementaire, c'est quand même sacré. C'est la voix des citoyens. Et quand elle demande, Absolument. et dans tous les pays demandent, quand l'instance demande de faire une enquête sur un sujet donné, elle doit normalement accéder à ces documents, quel qu'en soit le... c'est des choses qui traînent malheureusement sur plus d'une décennie, ces histoires d'anomalies, de corruption et de choses-là. J'ai été témoin personnellement d'affaires qui remontent très loin au niveau de la direction des médicaments, concernant des AMM, concernant des autorisations de laboratoires fantômes. Et ici, de cette même chaîne, déjà en 2017, on a parlé des laboratoires fantômes, etc. Mais c'est des choses qui continuent. Je ne comprends pas comment un système informatique puisse tomber en panne, comme si une direction aussi importante n'a pas de serveur. C'est pas possible. On dit tout est bloqué à cause d'un système. Mais pourquoi un système informatique tombe en panne sans qu'on puisse récupérer les données? Il y a ça. Il y a la non-communication. Il y a les sociétés et les dossiers bloqués depuis des mois et des mois. Et ça continue. Je ne comprends pas. Normalement, l'instance parlementaire peut très bien saisir la justice ou la police pour faire en sorte qu'elle dispose des documents dans le respect, bien sûr, des données confidentielles contenues dans ces documents. Très bien. Et justement, le respect de l'institution législative et de ses représentants, comme vous le dites. Une réaction, professeur Haikal, notamment par rapport... Alors, passons justement à ce rapport de cette mission parlementaire par rapport à la gestion de la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des données sur le degré d'efficacité de la gestion du matériel qui a été acquis, par exemple? Écoute, mais d'abord, c'est la moyenne de savoir déjà. Oui, on a quelques données, mais d'abord, il faut revenir sur un point important dont a parlé Jamila Higou. C'est l'évaluation des politiques publiques et la reddition des comptes. Je crois qu'il faut qu'on ait cette culture. Cette culture est rare dans plusieurs départements, mais dans la santé, il faut qu'elle soit quelque chose de normal. Et dans toutes les politiques publiques, nous devons avoir une évaluation des politiques publiques et la reddition des comptes. Et je pense que Sa Majesté l'a demandé à plusieurs reprises au gouvernement d'agir dans ce sens. Il faut évaluer et il faut rendre des comptes. Toutes les personnes qui ont des responsabilités en matière de politique publique doivent être évaluées et rendre des comptes. Quand on dit évaluer, ça ne veut pas dire une inspection, ça ne veut pas dire c'est mauvais. C'est comme de l'audit, c'est voir qu'est-ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'a pas pu réaliser en fonction des moyens. Attendez, professeur Haikal, il y a des instances qui font déjà ça. Il y a la Cour des comptes, par exemple. Oui, mais si la Cour des comptes donne des rapports et que ces rapports n'ont pas été mis en œuvre, ou les conclusions de ces rapports n'ont pas... écoutez, par le pouvoir politique. C'est le serpent qui se mord la queue, là. Par le pouvoir politique. Le pouvoir politique a la responsabilité. Lorsque la Cour des comptes donne des rapports, eh bien, il y a un gouvernement qui a été choisi, il y a un Parlement qui a été élu, eh bien, chacun, en ce qui le concerne par rapport à la Constitution, doit assumer ses responsabilités lorsqu'il y a un rapport de la Cour des comptes. On a eu, je peux vous citer énormément de rapports de la Cour des comptes. Je peux vous parler de la CNSS, je peux vous parler de la gouvernance de plusieurs hôpitaux publics, etc., etc. Eh bien, la population se demande, nous professionnels, nous autour de cette table ce soir, eh bien, c'est important de savoir qu'en est-il de la mise en œuvre des recommandations donc de ce rapport. Ça, c'est un point. L'autre point, à propos de la direction du médicament, je crois qu'il faut être prudent et ne pas lancer la pierre ou jeter la pierre à des départements dans des ministères. Est-ce que vous vous imaginez qu'un seul instant, que la direction du médicament ne va pas vouloir donner des documents à une commission parlementaire alors que le patron du ministère, ce n'est pas la direction du médicament, c'est le ministre de la Santé. Oui. Voyons, même. Je crois qu'il ne faut pas dire alors, que c'est un directeur ou un chef de division.
Oui, le rapport déplore qu'il n'y a pas eu coopération. Tout à fait. De la part données... du ministère de la Santé. Oui, mais la direction du médicament a été pointée du doigt par le même rapport. Donc ça veut dire que la direction du médicament peut faire ce qu'elle veut en dehors du ministre, c'est ça ce que vous dites? En tout cas, les services du ministère n'ont pas coopéré avec la mission parlementaire. Ça figure dans le rapport. La direction du médicament faisant partie des services du ministère, donc l'un dans l'autre, on se rejoint là-dessus, professeur. Mais il y a bien un responsable. Oui, certainement. Il y a bien un responsable. Même remarque faite à la direction du médicament qui a même refusé de fournir les documents nécessaires au bon déroulement de la mission des députés. Tout à fait. Et si le ministre de la Santé donne des instructions... Dans le rapport. Ouais, le ministre de la Santé, il n'a même pas répondu aux députés. C'est grave. Alors, vous avez la réponse. Non, mais... Vous avez la réponse. Voilà. Alors, je voudrais juste faire réagir. Oui, professeur. Et après, je reviendrai sur le Covid. Oui, bien sûr. Pourquoi c'est grave? On est face d'une situation qui est grave. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est au niveau du gouvernement qu'il y avait plusieurs discussions sur le droit de l'information, le droit à l'information. Oui. Donc, ce droit à l'information, il est maintenant violé à un haut niveau. C'est pas normal. Alors, on ne peut pas tempériser avec ce genre de comportement. Donc, la sonnette d'alarme, elle est là par rapport à ces différentes manifestations de mal-organisation institutionnelle. Vous avez parlé de la Cour des comptes. Voilà, il y a les rapports, mais il n'y a pas de suivi. Mais révisons le statut de la Cour des comptes pour qu'elle puisse, c'est-à-dire faire la poursuite ou bien, c'est-à-dire intervenir. Là, puisqu'elle est consultative et elle n'a pas le droit, donc qu'est-ce qu'on fait finalement devant, c'est-à-dire il y a des révélations, il y a des rapports qui donnent une certaine satisfaction aux citoyens. D'accord? Et aux Comme citoyens. par exemple cette affaire qui vient d'éclater. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait vraiment de la poursuite, qu'il y ait vraiment donc le suivi. Peut-être on peut chercher, je ne sais pas, peut-être derrière cette affaire, il va y avoir toute une affaire d'un blanchiment d'argent. Et il faut creuser là-dessus. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas de feu, de fumée sans feu. Oui. D'accord? Donc voilà, les données sont là. Et nous voulons toujours faire encore de la confiance à notre système judiciaire pour qu'il y ait des réponses qui vont satisfaire le citoyen. Parce qu'on est marre, il n'y a pas de confiance en nos institutions. Et c'est des moments, c'est-à-dire des occasions pour qu'il y ait pour tisser ces relations encore avec les citoyens et les citoyennes. Sinon, on n'est pas là pour dire que voilà, il y a des personnes qui sont condamnées, etc. Point. Mais pourquoi? Parce que c'est une affaire du développement du pays. C'est une affaire pour lutter contre les inégalités. Parce que vous avez parlé de détournement des deniers publics. Ça, c'est un détournement. Ça diminue les caisses de l'État et ça diminue en même temps les chances et l'accès au service, ici le service public qui est le service de la santé, qui est en dégradation, avec les différentes inégalités qui existent au niveau, c'est-à-dire géographique, comme régional, absolument. Voilà. Donc voilà, c'est la satisfaction, bien l'espoir qu'on cherche à travers cette affaire, c'est qu'il y ait une vraie décision et une vraie volonté politique pour éradiquer la corruption. Pour au moins réduire. Parce que lorsqu'on voit à travers les rapports internationaux même, et on trouve le classement du Maroc selon l'indice de perception de la corruption, donc avec cette perte de place de 7 points par rapport à 2019, c'est catastrophique pour le Maroc. C'est-à-dire pendant la période de coronavirus, on a perdu 7 places. Oui. C'est-à-dire on est à 87e position. Donc, ce qui prouve qu'il y a une durabilité de ce phénomène et qu'on n'arrive même pas à dépasser un seuil critique. Donc là, c'est une affaire de tous les citoyens, de toutes les organisations non gouvernementales et aussi gouvernementales et tous les acteurs. Il y a aussi le rôle de cette instance qui vient d'être dotée justement des prérogatives nécessaires, l'instance de lutte contre la corruption. Oui. Quel est son rôle, par exemple, dans ce genre d'affaires?
Oui, c'est ça la question, c'est ce qu'on demande. Est-ce que nous avons des institutions qui remplissent exactement leurs tâches ou bien il y a un freinage quelque part? Par exemple, alors, ça aurait pu être un dossier qui aurait été soulevé, qui aurait pu être soulevé par l'instance, et pas par le ministère. Alors là, c'est pour nous en tant qu'association, on dit l'omur bi khawatimiha. Donc l'essentiel, c'est il faut qu'il y ait c'est-à-dire un résultat. Absolument. Je laisse finir peut-être, professeur Heikel. Vous étiez en train de développer l'idée sur la Covid et je voudrais justement qu'on parle de ces marchés qui ont été gagnés pendant la Covid-19. Beaucoup d'argent, hein. Je rappelle encore une fois, injection de grosses sommes d'argent dans le secteur de la santé, bien sûr, parce que c'était vital en crise sanitaire, c'est un peu logique. Alors, je vous laisse finir peut-être votre idée sur laquelle vous développez tout à l'heure. Sur un aspect, je pense qu'encore une fois, je pense qu'il faut féliciter les professionnels de santé, l'État marocain, le ministère de l'Intérieur, parce que vraiment, beaucoup de choses ont été très bien faites. Et je remercie Dieu que nous en soyons sortis donc de cette manière. Néanmoins, pour revenir au sujet, par rapport aux deniers publics qui ont été accordés à la lutte contre la Covid et particulièrement l'argent affecté à la santé. Là aussi, c'est extrêmement important qu'on ait une évaluation. Je vous donne 2 exemples concrets. Le premier exemple concret, ce sont les hôpitaux de campagne. On peut parler Casablanca, on peut parler d'autres villes. Beaucoup d'argent a été déposé pour une optimisation extrêmement faible, voire insuffisante, avec peut-être une planification qui n'a pas été optimale. De la même manière, les lits de réanimation, on a tous les chiffres sur les lits de réanimation et leur niveau de remplissage. On a également le niveau d'utilisation des équipements qui ont été achetés, les respirateurs, les scanners, les échographes, etc. Et nous n'avons pas aujourd'hui, de la part du ministère de la Santé, nous souhaitons simplement avoir une évaluation, c'est-à-dire de la relation qu'il y a eu entre les besoins et l'utilisation. Et on s'aperçoit, encore une fois, on peut parler que de certaines régions, que le niveau d'utilisation donc des lits donc de réa, le niveau d'utilisation d'équipements qui a été fait, le niveau d'utilisation des hôpitaux de campagne ne correspond même pas à 10% de ce qui aurait dû être fait par rapport à l'achat qui a été mené. C'est-à-dire, alors là, attendez, vous me perdez là. Voilà. Expliquez-moi, alors, je ne comprends pas, professeur. Je vous explique. Par exemple, quand on fait un hôpital de campagne et qu'on dit que c'est un hôpital de campagne urgent dans lequel nous avons besoin de mettre 700 lits, ça veut dire que vous comptez remplir les 700 lits. Si vous en remplissez que 70, ça veut dire que vous avez mal planifié, vous n'avez rempli que 10% de ce qui était jugé. Ce qui est normal parce qu'ils ont un peu agi dans l'urgence. Je ne suis pas en train de jouer l'avocat du diable, mais je me pose la question. Non, l'urgence ne veut pas dire mauvaise planification. Urgence peut nécessiter une planification qui n'est pas optimale, mais qui ne peut pas être loin donc des besoins réels. Non, je pense que quand on est dans un département technique qui est important, qui concerne la santé des gens, il faut planifier. Évidemment, on ne peut pas planifier de façon extrêmement précise à 100%, mais on peut planifier quand même à 70, à 80%. On peut se tromper dans 10, 20, 30%, mais on ne peut pas se tromper dans 80 à 90%. C'est comme si je vous disais demain, je vais acheter 20 scanners et probablement je vais en utiliser 2. Non. Achetez-en 4 ou 5 si vous ne savez pas quels sont vos besoins, mais vous ne pouvez pas faire une erreur de 80 ou 90%. Faire 5, 10, 15, 20% d'erreur dans une planification, en matière d'urgence, c'est possible. Mais pas avec des niveaux d'écart importants. Et ceci pourquoi? C'est parce que nous avons dépensé des deniers publics dans des situations qui auraient pu nécessiter l'utilisation de cet argent pour autre chose. Très bien. Et par exemple, l'assurance maladie des pauvres, exemple, l'accès des citoyens aux services de santé dans le secteur public comme dans le secteur privé. Et je crois que sans chasse aux sorcières, c'est simplement dire qu'il faut de la bonne planification et de l'optimisation dans l'utilisation des dépenses et des ressources. Alors, des dépenses et des ressources, il y a aussi cette question d'attribution des marchés publics. Cela me fait sourire parce que malheureusement, on est en train de parler de vie de gens et qu'on trouve quand même le moyen de faire des entourloupes à l'argent public
qui pourrait sauver plusieurs vies, ne serait-ce au-delà de la Covid-19, parce qu'on connaît les failles, n'est-ce pas, de notre service de santé. Alors, selon cette mission, Abdelmjid Belaiche, il y a dilapidation des deniers publics, notamment en ce qui concerne certaines entreprises qui n'ont subi, selon le rapport, aucun contrôle quant à leur capacité technique et la qualité des produits et des équipements qu'elles commercialisent. Donc, en gros, le ministère aurait donné des marchés, aurait fait gagner des marchés au détriment de certaines entreprises qui travaillent déjà de manière légale. Oui. Un commentaire là-dessus. Comment cette attribution de marché public pouvait-elle être... ou en tout cas la procédure pouvait être oubliée ou dépassée pendant cette période de Covid-19. Parce que là, ce n'est pas une question d'organisation, encore moins de planification. Ouais. L'urgence n'est pas une contre-indication à la libre concurrence. Et la libre concurrence doit être respectée dans tous les cas. Oui. Ça veut dire que les sociétés doivent venir avec leurs capacités techniques et technologiques, mais aussi les prix les meilleurs prix qu'elles peuvent fournir. Or, par rapport à ce qui existe en termes de loi, etc., il n'y a pas toujours le respect, notamment au niveau des commissions techniques qui se réunissent, je le rappelle, à huis clos, dans des conditions qui ne sont pas toujours transparentes, où certains opérateurs qui arrivent avec des prix intéressants sont éliminés dès cette commission. On fait disparaître un échantillon, etc. Et donc après, quand on va arriver à l'ouverture des plis et au prix, on ne verra pas le prix de soumission de ces sociétés qui sont éliminées Donc il y a tout un jeu de traficotage et malheureusement c'est un système mafieux qui est en train de se développer et qui fait qu'aujourd'hui il s'est développé à la mesure des enjeux financiers qu'il y a au niveau de la santé, au niveau des dispositifs. C'est d'une manière mathématiquement proportionnelle, la corruption et la suivi, à tel point qu'on a mis en place un système qui persuade les opérateurs que c'est inévitable de passer par telle personne et de passer par du bakshish. À tel point, j'ai rencontré des opérateurs qui m'ont dit « Nous ne pouvons plus aujourd'hui travailler parce qu'on nous demande du bakshish, sinon, voilà. » Nous sommes en danger, nos personnels, etc. Il y a quelqu'un qui m'a dit, aujourd'hui, je me pose la question s'il ne vaut pas que je donne du bakshish, sinon je n'aurai pas accès à des marchés. C'est très grave parce que ça touche des opérateurs économiques, mais ça touche surtout des patients qui vont être privés de l'accès à certains types de soins, à du matériel qui peut les diagnostiquer à temps. Je pense à des gens qui ont des cancers, qui ne sont pas traités à temps. Je pense à des hôpitaux... Ces scanners-là, ils peuvent aider aussi. Je veux dire, c'est des équipements qui ont été achetés pendant la pandémie, peuvent aider pour plus tard. Est-ce qu'ils sont utilisés à bon escient ou pas? C'est ça. Oui, s'ils sont en état de marche, à condition qu'ils soient déjà en état de marche. Non, mais ils sont achetés neufs. Enfin, oui, neuf pas fonctionnels ou neuf usagés, ou quand vous dites du neuf, oui, bon, neuf, c'est là... Mais il n'y a pas de contrôle sur ce qui est acheté. Ben oui, c'est ça le problème. S'il y a un certain nombre de personnes... Attendez. On parle d'une trentaine de scanners qui ont été acquis pendant la pandémie. Oui. Qui vérifient l'état de marche de ces scanners. C'est ça le problème. Il y a normalement des personnes qui réceptionnent ce matériel et ils signent. Qui? Alors, c'est des ingénieurs biomécaniciens, c'est parfois certains pharmaciens responsables. Mais le problème, c'est que logiquement, ce matériel doit être réceptionné non pas par une personne, par une commission, mais par une commission. Absolument. Cette personne, un pharmacien responsable, n'est pas forcément un expert en biotechnologie. Absolument. Quand on parle d'un scanner, c'est des métaux, c'est des plastiques, c'est de la technologie, c'est de l'informatique. Il faudrait une commission quand même où il y a plusieurs expertises pour qu'elle puisse dire oui, il est... Et il est robuste, il va durer pendant 10 ans, ou au contraire, il va tomber en panne toujours. Les malades souvent parlent de difficultés d'avoir des rendez-vous, parce que très souvent dans les hôpitaux,
Le scanner ne matériel, marche pas. il est en panne. Dans Alors les que dans les hôpitaux, cliniques, vous allez chez les cliniques ou chez les radiologues privés, il n'y a jamais ce problème. Non. Le matériel, il tombe en panne, il appelle le technicien, dans la journée, il est réparé. Il ne peut pas se permettre de rester en panne. Non, parce que ça lui fait de l'argent. Absolument. Moins. Donc il y a un système, malheureusement, qui a été mis en place, qui est en train de se développer, qui est en train de grandir. Et si on ne lui coupe pas la tête aujourd'hui, on risquera d'aller encore très loin. Aujourd'hui, on demande à des personnes qui n'ont même pas les compétences nécessaires et la technicité de réceptionner un matériel. Donc, Oui. qu'est-ce qu'il peut faire face à un scanner? C'est pas. Pour revenir à cette direction du médicament, alors justement, elle aurait refusé de fournir aux députés le nombre de demandes d'enregistrement reçues depuis le début de la pandémie, le nombre d'autorisations exceptionnelles accordées en 2020. Donc ça, on ne parle même pas de scanner, là on parle de médicaments. Oui, c'est un dossier qui traîne depuis des années et des années. Parce qu'on n'a pas cessé de parler du retard qui malheureusement impacte les patients. On m'a parlé d'un cas d'un médicament anti-hépatite qui empêche la transmission de la mère à l'enfant. Il a pris du retard. Pourquoi? Oui, mais l'attribution de ces marchés, est-ce qu'elle n'est pas contrôlée? Il y a une loi sur l'attribution des marchés. Oui, mais d'accord, mais est-ce que dans les faits, ça se passe, c'est d'autres choses qui se passent, ça n'a rien à voir. C'est déconnecté. Cette loi, elle est déconnectée aujourd'hui de ce qui se passe dans la réalité. D'ailleurs, ça a été... Oui, professeur Higo, peut-être une réaction. Oui, c'est toujours dans le même sens, parce que lorsqu'on lit à travers le rapport de la Cour des comptes 2019-2020, donc elle a mis l'accent sur plusieurs infractions, parmi lesquelles donc le non-respect des règles et procédures, vous avez parlé de la loi, mais il y a des infractions par rapport à, c'est-à-dire à l'application de la loi. Elles sont à 44%. Le non-respect des lois organiques concernant les marchés publics, elle est à 16%. Et aussi un autre type d'infraction que vous avez déjà discuté avec M. Abdelmjid, c'est la publication ou bien la non-publication du programme prévisionnel où on précise la part exacte des PME, les petites et moyennes entreprises, le tissu le plus important qui mérite et qui est déclaré dans les différentes, c'est-à-dire les différents programmes politiques et aussi gouvernementaux, qu'il faut qu'il y ait un soutien, la promotion de la PME, etc. Mais voilà, la violation du droit à la concurrence, il est là à travers les marchés publics. Parce qu'il n'y a pas le respect de la clause ou bien de l'article 6 au niveau de l'arrêté du ministre des Finances. Même si la loi qui gère les marchés publics, elle nécessite actuellement une révision. Pourquoi? Pour la simple raison, parce qu'il est dépassé, il remonte à 2003, alors qu'il regorge de plusieurs défaillances, d'accord, qui sont discutées, débattues, etc. Mais la prise de décision, la volonté politique aussi, je reviens à ce point-là, pour qu'il y ait moralisation de la vie publique. C'est à travers c'est-à-dire ces actes, c'est à travers des indices qu'il faut donner aux citoyens pour créer de la confiance. Parce qu'il y a une perte de fil, c'est-à-dire l'abstention par rapport au vote au niveau des élections, etc. Mais il est dû à ça. C'est la perte de confiance en les institutions. Et donc, parmi ces institutions-là, lorsqu'on trouve qu'il y a des institutions constitutionnelles et qui ont des rapports qui frappent aux yeux, c'est-à-dire avec des statistiques et des données, alors qu'il n'y a pas de résultat vers la fin, ceci, donc, c'est-à-dire, il crée encore et il tisse, c'est-à-dire, ou bien il laisse pour les citoyens, donc, un désespoir. Un désespoir, et ça affecte aussi plus de transparence, comment on va la chercher, plus, voilà. Le système et aussi les soins qui sont proposés. Voilà, parce que nous avons des slogans. Celui qui souffre, c'est le des slogans. Lorsqu'on parle dans c'est-à-dire le nouveau modèle de développement, ce qu'on a appelé nouveau modèle de développement, par exemple, on a insisté sur la gouvernance. Mais la gouvernance ou la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est 4 principes de transparence, de reddition des comptes, etc. Quand est-ce qu'on va les appliquer? Donc, quand est-ce qu'on va parler? On est dans la bonne voie pour appliquer la bonne gouvernance et que j'appelle personnellement gouvernance efficace, au lieu de parler de la bonne gouvernance, parce que c'est autre chose, c'est cette bonne gouvernance pour moi. Donc, voilà des dossiers qui sont maintenant frais à travers cette affaire-là de corruption et qui doit être suivi sérieusement.
Le gouvernement doit, c'est-à-dire considérer et sérieusement cette affaire-là pour qu'il y ait une poursuite et pour qu'il y ait un résultat. Que, justement, il faut qu'il y ait une réforme de cette loi qui régit les marchés publics. Oui, absolument. Sur quelle base? Alors, les différentes infractions citées dans les différents rapports, le problème des détournements au niveau des orientations et des conditions créées pour lancer les marchés publics, c'est-à-dire elles sont lancées généralement au service ou bien au profit d'une minorité d'entreprises. Donc il y a le monopole. Parce que c'est quoi la corruption, comme l'a dit un auteur américain? C'est quoi la corruption? C'est le monopole, plus la discrétion, puisqu'il y a la malinformation ou bien et moins de responsabilité. Donc, il n'y a pas de contrôle pour que la responsabilité soit mise en application du bon et du fort. Il n'y a pas d'audit. Donc, c'est ce qui décourage et c'est ce qui laisse, c'est-à-dire congrédier cette... Il y a eu une mission parlementaire, mais il n'y a pas de suite. Non, maintenant c'est pourquoi nous disons que c'est un espoir. Là, c'est un espoir parce qu'il y avait plusieurs affaires qui ont été détectées, mais sans qu'il y ait une suite satisfaisante ou bien efficace. C'est pourquoi nous avons toujours et nous sommes toujours optimistes pour qu'il y ait c'est-à-dire des résultats par rapport à ça. Très bien. Alors, moi, je vais revenir vers les gens qui réceptionnent le matériel. Souvent, un supérieur appelle celui qui doit réceptionner, lui dit « vous signez ». Et je connais beaucoup de gens qui ont sauté, ils me l'ont dit, ils ont sauté de leur poste parce qu'ils ont refusé de signer quelque chose qu'ils estimaient illégal. Il y a ce problème. Deuxième problème, les conditions d'attribution du marché. Oui. Quand on taille le marché pour une société, en donnant une caractéristique, et je vais revenir pour illustrer ça sur un marché, le marché de l'hépatite C. On a dit, il y avait plusieurs sociétés qui ont soumissionné, mais on a attribué d'emblée les 2/3 du marché à une société qui avait les 2 principes actifs dans le même comprimé, alors que ce comprimé était importé et que cette société n'avait même pas d'AMM. L'AMM tombe comme une baguette magique du jour au lendemain. Elle est là, l'autorisation de mise sur le marché. Et ce marché a été attribué dans ces conditions, sauf que le ministre actuel, en venant, a annulé ce marché. Mais le problème, on l'a annulé. Mais on n'a rien fait pour le corriger. Donc, il n'y a pas eu de médicaments. Nous avons plus de 600 000 patients qui sont en train de crever de l'hépatite C. Parce qu'on a annulé ce marché. On a annulé un marché alors on ne l'a pas remplacé. On ne l'a pas remplacé. Les gens de l'AMO, eux, peuvent bénéficier, mais les gens du RAMED, rien. Niet. Rien du tout. Et depuis plusieurs années. C'est pas normal. Vous voyez, l'un des problèmes du ministère de la Santé, c'est une faible digitalisation. Oui. D'ailleurs, ça a été soulevé par le rapport. Déjà, il faut une communication classique avant qu'on parle de digital. Absolument. Et donc, il n'y a pas de trace et de traçabilité. Il n'y a pas d'évaluation, d'objectifs fixés, de suivi. Tous ces problèmes ont été bien illustrés par le rapport de la Cour des comptes. Et de cette mission parlementaire, j'y reviens parce que c'est une instance aussi constitutionnelle que la Cour des comptes. Professeur Jafar Haïkel, un dernier tour de table. Malheureusement, il ne nous reste pas de temps pour parler de cette affaire et les arrestations du célèbre chirurgien esthétique à Casablanca. Bref, ça, c'est encore une autre affaire qui vient entacher cette confiance qu'il n'y a même pas entre le citoyen et les instances publiques, mais tout simplement le citoyen et le corps médical. Et les bienfaiteurs. Et les bienfaiteurs. Qui n'auront plus envie. Donc, un dernier mot là-dessus, peut-être, et sur cette grosse réforme du système de santé plus que jamais nécessaire. Je crois que même si vous réformez les marchés publics, s'il n'y a pas une conscience des compétences qui sont dans les différents départements ministériels, absolument, et s'ils savent qu'ils ne vont pas être poursuivis, s'ils savent qu'il n'y a pas de reddition des comptes, ça ne changera rien que vous changiez toutes les lois nécessaires. Au Maroc, on a les lois, hein. Elles existent. Le problème au Maroc, ce n'est pas les lois, c'est leur application et le suivi d'un certain nombre d'organismes comme la Cour des comptes, etc. Donc, si jamais vous n'avez pas les compétences nécessaires, est-ce que vous trouvez normal qu'un directeur de l'équipement et de la maintenance au niveau central, qu'un directeur régional de la santé se fasse arrêter? Ça veut dire que réellement, il y a un problème. Ces gens-là sont en poste depuis des années et ce n'est pas uniquement aujourd'hui. Si tout le monde est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. On ne veut pas accuser qui que ce soit. Oui, la présomption d'innocence. On n'est pas dans la présomption est essentielle. Oui, de culpabilité, voilà. absolument. Mais je crois
qu'il faut qu'au niveau des départements ministériels, ceux qui veulent assumer une responsabilité au niveau d'un département ministériel doivent être des gens de haut niveau, compétents, transparents et doivent rendre des comptes s'ils sont responsables d'office, d'institutions, de départements ministériels, et que si la population voit et tout le monde voit si quelqu'un ne respecte pas la loi, il est sanctionné, eh bien je crois qu'on avancera. Parce que sinon, c'est justement, et toutes les affaires qui arrivent dans la santé qui choquent tout le monde, elles arrivent parce que tout le monde sait, et comme vous l'avez dit dès le départ, on fait la politique de l'autruche, c'est tabou, tout le monde sait ce qui se passe dans le secteur public et dans le secteur privé. Attention, il y a des gens formidables et très honnêtes dans le public et dans le privé au Maroc, hein. Il ne faut pas penser que tout le monde est malhonnête. Mais ceux qui ne le sont pas dans le secteur public ou dans le secteur privé doivent rendre des comptes et être sanctionnés conformément à la loi en faisant confiance à la justice. Mais ça doit venir d'en haut ou d'en bas, parce que maintenant, on voit que les actes de corruption se passent au niveau des centres hospitaliers. Il y a quelques jours, on m'a confié qu'il fallait donner un petit pourboire à la femme de ménage pour que, je pèse mes mots, on ne parle même pas de l'infirmière. Donc aujourd'hui, c'est une pratique courante. Est-ce que le changement doit venir justement d'en haut? Comment? Rapidement, un dernier tour de table, professeur Aigou. Oui, exactement, parce que c'est un domaine qui est lié, c'est-à-dire lié surtout à l'éducation, lié surtout à la culture, lié surtout, c'est pourquoi des chantiers doivent être ouverts dans notre cher pays. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que c'est-à-dire assurer ou réaliser la moralisation de la vie publique, ça ne va pas se passer à travers maintenant cette affaire-là ou à travers des affaires qui sont isolées. Mais c'est un tout, parce que notre système éducatif, il nécessite d'être révisé, d'être réhabilité dans le cadre d'un climat, c'est-à-dire d'une démocratisation de la vie publique, pour qu'il y ait la protection de ceux qui vont c'est-à-dire se prononcer sur des cas. Et il faut qu'ils soient protégés. En même temps, c'est des institutions qui doivent veiller à ça. C'est la digitalisation à travers. C'est un chantier qui figure au niveau des différents rapports, des différentes prévisions, c'est-à-dire les actions politiques, mais il faut que le chantier soit ouvert parce que la traçabilité, elle est au moins assurée à travers la digitalisation. Et donc, c'est-à-dire le débat, il est toujours ouvert parce que, je répète, nous sommes dans l'association, c'est-à-dire convaincus qu'il y a beaucoup de chantiers qui doivent être ouverts en même temps dans le cadre de la démocratisation de la vie publique. Et de l'implication de la société civile, on ne le dira jamais. C'est l'une des recommandations du nouveau modèle de développement que vous avez évoqué tout à l'heure. Un mot pour finir. Oui, alors moi je dirais cette société doit être bien sûr sanctionnée à la mesure du préjudice, à la mesure de ce qu'ils ont fait. Mais les personnes qui sont au ministère, les gardiens des deniers publics, doivent être sanctionnées encore plus lourdement parce qu'elles, c'est les deniers publics et elles qui sont là pour faire en sorte que les patients puissent accéder à ces équipements, n'y accèdent pas. Ils sont le premier équipement. En plus de ça, ils sont en train de mettre en place un système mafieux qui ne cessera pas de se développer et c'est là où il faut couper les têtes. Exactement. Comme ça, les sociétés ne trouveront plus avec qui jouer dans la corruption. C'est une métaphore, hein. Nous, on ne parle pas de couper de vraies têtes. Merci beaucoup, Abdelmajid Belaiche, professeur Jamila Aigou, membre du Bureau national de l'Association pour la protection des biens publics, et bien sûr, professeur Jafar Haikal. Merci beaucoup d'avoir animé et enrichi cette discussion. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.